BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Philippe Béchat face à Mabrouk Chetouane. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe, rédacteur en chef, La Bourse au quotidien, le président des Éconoclastes, Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie pour BFTIM, le CAC 40 qui hésite toujours autant. Allez, on progresse un tout petit peu aujourd'hui, plus 0,13, mais c'est un peu poussif. On va donc prendre de la hauteur et essayer d'anticiper la suite pour ce deuxième semestre qui démarre à peine, Mabrouk. Comment est-ce que vous l'anticipez? Vous êtes plutôt confiant pour la suite de l'année ou vous dites qu'au contraire, l'essentiel du chemin, de la hausse qu'on aurait pu espérer grignoter cette année est derrière nous déjà? Donc globalement, on est plutôt encore confiant. Il y a encore de la marge concernant les indices. Il faut voir effectivement qu'on attend la publication des résultats d'entreprise qui est assez imminente pour le second trimestre. On est plutôt confiant. Les résultats devraient être plutôt bons, même peut-être meilleurs qu'attendus. Les volumes de vente sont plutôt bien orientés. Un peu moins de pricing power, il faut le souligner, parce qu'on a quand même quelques difficultés côté prix. Mais il n'y a pas péril en la demeure, en tout cas côté action. On a effectivement une microéconomie qui est encore présente et qui soutiendra manifestement, de toute évidence, les indices. Donc, soutiendra, c'est-à-dire permettra aux indices de se maintenir au niveau actuel, de justifier les valorisations actuelles, ou soutiendra au sens d'apporter un deuxième souffle avec les publications qui arrivent? Alors apporter possiblement un second souffle, alors qui sera beaucoup moins de la même amplitude que ce qu'on a observé au cours des mois précédents, parce qu'on a eu effectivement une progression des indices assez significative, mais néanmoins reste confiant finalement à la fois donc sur ce volet micro, mais également sur le volet macro. Donc on a plutôt tendance à vouloir à réviser même à la hausse c'est notre croissance en zone euro. Encore. Donc on est plutôt confiant là-dessus. Encore une fois, il y a différentes manières de le justifier, le retard cyclique de la zone euro, une économie mondiale qui se porte globalement mieux, avec des zones certes de crispation, on pourra en reparler tout à l'heure, mais globalement, finalement, on a un contexte conjoncturel qui est plutôt bien porteur. Et donc, pour vous, les marchés européens ne sont pas actuellement, et au niveau de valorisation actuelle, en lévitation. Ils sont à leur juste prix par rapport aux fondamentaux dont on peut disposer. Alors, dire qu'ils sont en juste prix, c'est peut-être un peu exagéré. On est sur des marchés dont les valorisations, effectivement, sont élevées. En termes relatifs, notamment quand on compare à d'autres marchés, aux États-Unis notamment, les valorisations sont plus attractives, en tout cas en zone euro, ce qui constitue effectivement une zone d'investissement qui est à notre faveur, en tout cas. Philippe, votre sentiment là sur ce qui peut nous attendre en ce deuxième semestre qui commence, il faut bien le dire, quand même dans l'hésitation la plus totale sur les marchés? Ouais, c'est un peu particulier. Wall Street était fermé hier. On a quelques chiffres un peu mitigés aux États-Unis. Mais enfin, on est confronté, je crois, à 95 voire 98% d'investisseurs, entre guillemets, confiants. Tout le monde est confiant, tout le monde est toujours confiant. Quand les résultats sont mauvais, quand les trimestriels déçoivent, on est très confiant dans l'action des banques centrales. Et puis une fois que l'action des banques centrales semble porter ses fruits, on est très confiant dans le fait que ça va se poursuivre. Bon, en fait, vous connaissez mon point de vue. Maintenant, il est un petit peu conforté par celui d'Alain Madelin ou Marc Toiti. Autrement dit, les banques centrales font les prix. Elles ont complètement détraqué le système de formation de prix et de valorisation. Le risque n'est pas pricé, les taux sont toujours à zéro, voire négatifs jusqu'à 6 ans en Allemagne. Ils viennent de remonter un tout petit peu. Ça redonnait un petit ballon d'oxygène aux valeurs bancaires qui ont soutenu un petit peu les indices. Mais enfin, globalement, il y a toujours une raison pour justifier que les marchés soient complètement hors de prix. Et je rappelle que même après les 2,75% de baisse de la semaine dernière, quand vous réintégrez les coupons, le CAC 40 n'est, à l'instant où je vous parle, sur le CAC 40 Global Return n'est qu'à 2% de son record historique absolu. Et en termes de valorisation, le seul comparable, c'est 1929. Et c'est pour ça que l'AMF redoute une correction sur les marchés financiers. Elle a mis en garde en début de semaine, elle a eu raison de le faire. Il faut redouter désormais comme une fatalité cette correction possible sur les marchés. Fatalité, on a connu en fait depuis le Brexit 1 an de progression funiculaire. Il n'y a jamais eu aucune consolidation, ça n'est jamais arrivé dans aucune phase haussière dans l'histoire des marchés. Bon, ça veut dire qu'effectivement tout le monde a jeté l'éponge. On laisse maintenant les banques centrales faire les prix, et comme les banques centrales n'ont pas le choix, c'est de la fuite en avant et c'est de faire toujours monter les actifs. Les actifs montent puisqu'il n'y a plus personne pour contester, pour challenger et pour prendre de temps en temps des bénéfices qui
qui ferait figure de point d'entrée. Maintenant, ce que l'on a, ce sont des rotations sectorielles. Vous vendez tantôt les valeurs de croissance pour acheter des bancaires, puis vous vendez les bancaires pour acheter les valeurs de type utilities, opérateurs télécoms, ceux qui distribuent du dividende. En fait, avec les rotations sectorielles, vous apercevez qu'il n'y a plus jamais 1 euro qui sort du marché. Ça ne sort pas du marché des actions. Ça ne sort pas du marché obligataire. De temps en temps, vous avez une poussée. On va chercher du junk bond. On paye des prix fous pour des émissions absolument illiquides. Et puis quand on a un petit peu peur, pouf, on revient à ce moment-là sur les bonds, sur les T-bonds, les OAT, etc. Et là aussi, rotation sectorielle, il n'y a pas 1 euro, pas 1 dollar, pas une livre sterling qui sort du système. Parce que quand un moteur s'éteint, un autre se rallume grâce à cette rotation sectorielle. Et à chaque fois, ça permet au marché au minimum de se maintenir. C'est ça, parce qu'en fait, on a bien compris que les banques centrales vont pousser les prix toujours plus haut. Donc on ne veut plus sortir, parce que sortir, c'est des frais. Et puis sortir quand on n'a plus aucun point d'entrée, comme c'est le cas depuis le Brexit, on a bien compris que c'est un cauchemar. Donc autant ne rien faire, se laisser porter par la vague et acheter des ETF, répliquer les indices, et on se porte très bien. Qu'est-ce qui pourrait faire que les marchés, c'est vrai globalement, même si on a quelques séances de correction, voit à peu près tout le temps le verre à moitié plein en ce moment, qu'est-ce qui pourrait faire que toute cette psychologie-là change? Est-ce qu'on peut anticiper, alors c'est peut-être paradoxal, des signes noirs sur ce deuxième semestre, des risques, peut-être des choses imprévisibles qui pourraient retourner le marché? Il y en a effectivement des signes noirs, ça on peut en dresser la liste. Cela dit, je serais un peu moins négatif sur l'aspect fondamental qui pousse les marchés. Encore une fois, si c'était uniquement l'action des banques centrales qui tirait les marchés, on n'aurait pas ce niveau de valorisation-là. Je suis d'accord avec vous. Cela dit, ça biaise les prix puisqu'on ne sait plus valoriser le risque. Cela dit, quand on a des résultats d'entreprise qui sont aussi bons que ce qu'on observe, il n'est pas non plus anormal de voir les marchés d'actions progresser. Là, on a objectivement la meilleure raison du monde de justifier la hausse. Rien à redire là-dessus. Toutefois, effectivement, des signaux noirs, il y en a. Effectivement, il y a plusieurs facteurs qui pourraient effectivement entraîner une correction des marchés. Le premier, on peut en citer plusieurs, mais globalement, le premier qui a poussé tous ces marchés d'actions à la hausse, c'est Donald Trump. Donc finalement, avec ses promesses qui manifestement ne sera pas en mesure de tenir, en tout cas dans l'état dans lequel il les a annoncées. Donc des déceptions à venir potentiellement de ce point de vue-là, avec moins de baisse d'impôts, donc moins de facteurs de soutien pour les entreprises et leurs résultats. Rien que ça ferait décrocher Wall Street par exemple? Ça pourrait entraîner une consolidation. Alors un décrochage comme ce qu'on a vu en 2007-2008, ça c'est a priori hors de portée, parce que là on est sur une correction, effectivement, une crise systémique, mais là on aurait une déception qui engendrerait une consolidation, et le drame dans cette affaire finalement, c'est que l'Europe suivrait de toutes les manières, puisque le marché américain est le marché leader. Et d'autres signaux noirs, après je vais peut-être laisser la parole à Philippe également, mais on a également le pétrole qui, si les Américains continuent à jouer les francs-tireurs sur ce marché, ça pourrait entraîner effectivement une diminution des prix du baril. Et on a vu ce que ça pouvait entraîner en termes de stress de marché en début 2016, fin 2015 également. On a la Chine également qui continue de croître avec des niveaux d'endettement qui sont insoutenables. Oui. Mais on voit des PMI qui commencent déjà à ralentir sur la Chine. Mais ça c'est voulu en quelque sorte. Ça, c'est l'État, c'est les autorités chinoises qui pilotent le ralentissement. Ils ne peuvent pas effectivement continuer à croître, voir le secteur de l'immobilier croître à des niveaux qu'on constate aujourd'hui. Oui, mais PMI manufacturier qui ralentissent, et PMI des services aussi qui ralentissent. On l'a à nouveau vu le mois dernier, Philippe. Exactement, là, c'est pas ce que souhaite du tout Pékin. Hein. Il souhaite effectivement qu'il y ait le transfert de l'industrie, surtout de l'immobilier, mais à chaque fois que la croissance est un peu faible, boum, pour obtenir les 6,5%, Pékin systématiquement remet de l'argent sur la table et on regonfle la bulle immobilière. Mais là, c'est effectivement les services qui reculent de 1 point, ou pratiquement 1 point sur le mois. Et là, au contraire, Pékin espérait le transfert de l'économie, de la Chine usine vers la Chine prestataire de services, et c'est là que ça ne marche pas. Et c'est là qu'on voit que les injections de liquidité que fait la Banque centrale chinoise, c'est beaucoup plus facile de faire surgir une forêt de gratte-ciel, de construire un tronçon de 100 km d'autoroute ou de construire 50 centrales au charbon supplémentaires. C'est beaucoup plus facile parce que là, le gouvernement peut décider que de créer du service. C'est-à-dire, il y a Alibaba en Chine, mais ça n'a rien à voir aujourd'hui avec Amazon. Le secteur de l'assurance, des placements financiers, tout ça est extrêmement embryonnaire. La seule évolution, on vient de la voir, c'est que
ça y est, le marché obligataire chinois est maintenant ouvert aux investisseurs étrangers depuis hier. Mais bon, avant que ça dope le système, enfin les services financiers en Chine, il risque de couler pas mal d'eau au barrage des Trois Gorges. Quelques-uns des signes noirs possibles de ce deuxième semestre.